eh bien, ils ne veulent pas revenir. Ils sont tellement grands, leur énergie est tellement immense maintenant qu'ils ne veulent pas réduire leur vibration, leur fréquence ou leur conscience pour entrer dans une forme physique. Parce que même toi et moi, lorsqu'on s'est incarné sur Terre, on n'a pas apporté toute notre âme avec nous. On ne peut emporter que les parties qui peuvent être utiles et celles qui ont besoin de guérison, parce qu'on deviendrait fou si on apportait toute notre conscience. Mais une expansion incroyable, car c'est la compassion qui crée les maîtresses ascensionnées et l'autocompassion. Donc, comme tu es une vieille amie et tu penses que la planète est composée d'environ 50% de vieilles âmes et 50% de jeunes âmes, à peu près. Et ainsi, les jeunes âmes apprennent la compassion, tandis que les âmes plus âgées apprennent l'autocompassion. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau Marie Menuchéri. Comment ça va, Marie? Je me porte très bien, Alex. Merci infiniment de m'accueillir et un grand merci pour tout ce que tu entreprends dans le monde pour nous aider à évoluer consciemment. J'apprécie réellement et sincèrement ton travail. Oh, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et j'admire sincèrement le travail que tu accomplis. Tu t'y consacres depuis bien plus longtemps que moi, soit environ 15 ans. Comme tu me l'as indiqué, c'est bien 25. 25 ans de travail dans l'énergie, mais ouais, 15 ans à la radio. Oui, c'est de la radio. C'est vraiment incroyable. Alors, comme on le disait, nous avons cette chance incroyable de pouvoir dialoguer constamment avec certaines des âmes les plus fascinantes de la planète. Et parfois, je me pince pour y croire. Je me demande, est-ce réel? Une heure entière, j'ai deux heures devant moi, je peux m'asseoir tranquillement et poser toutes les questions que je désire. C'est génial. Et je suis vraiment content que tu agisses avec une nouvelle joie. Ça crée une situation gagnant-gagnant pour tous. Oui, c'est le cas. Alors, je te remercie d'être venu à l'émission. Je tenais à t'inviter parce que tes compétences sont uniques en ce sens que tu es un médium spirituel, mais tu te concentres aussi sur la connexion avec les êtres chers de l'autre côté et tu ne te contentes pas de le faire toi-même, mais tu aides également les autres à le faire. Alors, nous allons explorer ce sujet en profondeur dans un instant. Mais d'abord, quelle était donc ta vie avant cette folie que j'affectionne nommer le médiumnisme spirituel? Es-tu né en sortant du ventre de ta mère en proclamant je vois des personnes décédées? Je ne suis pas sortie du ventre en sachant que j'avais cette capacité. Ma famille, elle était moyenne et catholique, avec 5 enfants. Mes parents, pratiquants, cherchaient à éviter d'autres grossesses. Ils envisageaient une contraception, comme la pilule. Mon frère cadet est tombé gravement malade, nécessitant de nombreux séjours à l'hôpital pendant 1 an et demi. Malgré les difficultés, mes parents sont restés dévoués à leur foi. Ils ont consulté leur prêtre pour discuter de la contraception. Après avoir exposé leur situation, le prêtre les a avertis qu'ils encouraient l'excommunication s'ils choisissaient cette voie. En réalité, je pense que le prêtre a mentionné que ma mère serait excommuniée, mais que cela ne concernerait pas mon père. Évidemment que non, parce que c'est un homme et c'est comme ça que fonctionne l'Église, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, mes parents ont pris la décision difficile de se retirer de l'Église. Oui, et peu de temps après leur union, mes parents ont pris la décision de divorcer, ce qui a radicalement transformé leur existence. Ils ont commencé à percevoir le monde sous un angle différent. Ma mère, particulièrement dévouée, avait pour habitude de débuter ses écrits par Sainte Vierge Marie, témoignait de son éducation dans une école catholique. Lorsqu'elle a finalement laissé derrière elle sa colère envers Dieu, elle s'est plongée dans la lecture d'ouvrages sur la spiritualité et peu à peu, notre foyer s'est imprégné de cette atmosphère spirituelle. Donc, dès mon plus jeune âge, j'y ai eu accès. J'avais probablement environ 7 ans quand elle a commencé à faire cela, donc j'y avais accès. Et ma mère avait des amis adeptes du nouveau pensée dans sa vie et nous traînait avec elle. Je sais que parfois le week-end, mais je voulais être normale. Je ne voulais pas être perchée. Je n'avais aucune ambition de faire cela, alors j'ai épousé un ingénieur et je suis allée à l'école d'infirmière. Et puis, oh surprise, alors que je suis infirmière en oncologie dans un hôpital de la région de Seattle, j'ai commencé à entendre, voir et ressentir des choses très rapidement. J'avais aussi commencé à méditer à cette époque. J'ai eu des épisodes de tachycardie en travaillant à l'hôpital, ce qui signifie un cœur qui s'emballe. Et le cardiologue a dit que c'était le stress. Après qu'il ait fait genre plusieurs semaines de tests et que tout soit clair, j'ai décidé de commencer à méditer. Et ma toute première véritable expérience. Cette expérience comme sapienne qui ne s'est pas terminée rapidement, qui n'était pas due à un événement extérieur, mais simplement parce que j'ai fermé les yeux et apaisé mon esprit, a été assez marquante pour moi. Et à partir de ce moment-là, alors que je suis à l'hôpital, j'entends les organes de mes patients me parler. Je peux voir leur vie antérieure. Je peux dire quels médicaments vont fonctionner pour eux et lesquels ne le feront pas. Et finalement, parce que je m'amusais tellement, je pense que parce que j'ai été élevée avec une conscience spirituelle, je n'avais pas peur. Et ma vie est devenue en fait plus calme et détendue. Juste le fait d'entrer dans mon chemin a fait fonctionner ma vie, même si c'est étrange et différent par rapport aux autres personnes.
Je suis allée voir mon supérieur parce que j'étais l'infirmier responsable la majorité des jours où j'étais au travail. Et j'avais une telle crainte de me concentrer sur ce que me révélait le foie d'un patient que j'avais peur de ne pas déclencher l'alerte à temps parce que c'est le rôle de l'infirmier responsable d'appeler l'équipe d'intervention et de chercher le chariot d'urgence et de commencer les compressions pendant que le reste de l'équipe arrive. Alors je suis allée lui dire ce qui m'arrivait et je pensais qu'elle allait me suspendre. Et je pensais sincèrement qu'elle allait demander une évaluation psychiatrique. C'est exactement ce que je croyais qu'il allait se passer. À cette époque, j'étais mariée et je n'avais même pas confié à mon mari ce qui m'arrivait. J'ai gardé cela très secret, partageant uniquement avec un cercle restreint composé de mes amis de méditation, des infirmières de l'hôpital où je travaillais et de ma superviseure. À ma grande joie et surprise, elle m'a dit que je voyais de l'énergie. Et puis, il est devenu nécessaire pour moi de commencer à imposer mes mains sur nos patients. Sachez que j'ai été surprise d'apprendre que le docteur Sandman, c'était son vrai nom, notre psychothérapeute, ne comptait pas m'interroger ou me faire passer un examen psychologique, ce que je redoutais énormément. Quoique c'est quelques jours après, j'ai consciemment posé mes mains sur un patient. J'avais touché des centaines, peut-être des milliers de patients, mais toujours avec un stéthoscope pour prendre un pouls ou faire une injection. Cette fois, c'était différent. Je n'étais pas là pour retirer des agrafes ou des sutures, mais pour établir un contact humain, un toucher pur et intentionnel, une véritable connexion. Je me souviens, il y avait un patient qui avait été transféré dans notre service. C'était un patient chirurgical qui souffrait de douleurs post-opératoires et elle restait à l'hôpital plus longtemps. Donc, il n'y avait plus de place dans le service de chirurgie. Alors, elle a été transférée dans notre service. Quand je suis entrée dans sa chambre, je lui ai demandé si je pouvais poser mes mains sur elle, même si je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait. Je ne savais même pas ce qu'était un choc, pour être tout à fait honnête. Et j'ai fermé la porte aussi fort que je pouvais. Je ne voulais pas que quelqu'un entre et me demande ce que je faisais. Et j'ai posé mes mains sur elle et j'ai vu ces magnifiques orbes aux couleurs éclatantes s'aligner au centre de son corps, de la tête au plancher pelvien. Et ses organes m'ont parlé. Elle venait de subir une hystérectomie et son corps était triste. Même si elle n'était plus en âge de procréer, son corps était attristé par l'idée qu'elle n'aurait plus d'enfants, plus de nouveaux enfants. Alors, j'ai eu ce merveilleux dialogue télépathique mental avec son corps. Et nous avons pleuré toutes les deux. Nous avions toutes les deux fermé nos yeux. Cependant, j'ai légèrement entrouvert les miens pour un moment et j'ai alors remarqué qu'elle versait également des larmes. J'ai passé un moment incroyable. Elle a été libérée le lendemain. Elle ne souffrait pas. Alors, c'était le début de ma carrière. Mais j'ai eu un emploi du temps chargé, vraiment très occupé. La pratique de la médecine énergétique et j'ai découvert quelques années plus tard que j'étais également médium, travaillant avec des clients internationaux depuis à peu près 25 ans. D'accord. Donc, vous avez mentionné qu'avec votre formation et l'environnement de votre enfance, quand cela a commencé, vous n'étiez pas effrayé. À ce moment, vous étiez simplement plus réceptif à l'énergie, à la percevoir visuellement, à la ressentir et à entendre les organes vous parler d'une certaine façon. Pour être honnête, ça sonne un peu étrange, un peu bizarre, et je comprends pourquoi vous pensiez que vous alliez obtenir une évaluation psychologique. Val, je comprends tout à fait. C'est choquant qu'elle ait dit ce qu'elle a dit. Je suis sidéré par cela. Je l'ai en fait interviewée des années plus tard dans mon émission de radio parce qu'elle travaille maintenant en tant que directrice un centre de lutte contre le cancer dans notre région. Et elle a joué un rôle clé pour intégrer des approches naturelles dans l'étude du collagène. Ouais, donc c'est un être incroyable en soi. Elle a été élevée de manière très similaire à moi, ce que j'ignorais, donc elle comprenait ce qui se passait. Quand tu as découvert ton don de médium pour la première fois, je pose toujours cette question aux gens. Alors, as-tu déjà vu un mort se promener dans la pièce? Les as-tu entendus chuchoter à cela les laisse invariablement déconcertés. Même avec toute ta formation, soudain tu te dis: «Mamie». Bob, tu es parti il y a seulement un an. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement drôle, vraiment. Tout cela s'est vraiment centré autour de ma carrière en soins infirmiers. C'est comme si ma famille, ayant une approche très holistique, n'était pas satisfaite de mon choix de devenir infirmière diplômée. Ma mère nous emmenait chez des praticiens de médecine chinoise et des acupuncteurs avant même de penser à consulter un médecin. Alors, quand j'ai annoncé que je voulais étudier la médecine conventionnelle, ma famille n'a pas accueilli la nouvelle avec joie. Mais pourtant, j'adorais les soins infirmiers et chaque expérience insolite, chaque moment psychique fascinant qui m'habite encore aujourd'hui a commencé à l'hôpital, dès l'instant où j'ai pris conscience de une personne décédée dans la chambre. C'était mon tout premier jour après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière et je suivais une superviseure qui voulait m'enseigner.
Quelqu'un venait de mourir dans le service et elle voulait m'apprendre à préparer le corps pour la morgue. Alors j'entre dans la chambre et je l'écoute, je la regarde et je l'aide à déshabiller et nettoyer un corps, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder le plafond. J'étais là, à me dire que cette femme n'était pas dans son corps, elle était au plafond. Alors j'ai même abordé le sujet avec l'infirmière responsable qui m'enseignait. Je lui ai dit, assez directement et franchement, car c'est dans ma nature, vous n'avez pas l'impression que la femme est au plafond. Et elle répond, oh oui, probablement. Mais elle a juste un peu ignoré mon regard qui était constamment tourné vers le plafond. C'était donc mon premier genre de moment de prise de conscience, celui où j'ai réalisé que je pouvais ressentir des choses. L'énergie qui a quitté le corps, et bien avant même que je sache que j'étais intuitive, avant que je travaille dans le service d'oncologie. Et puis, c'était ma deuxième année à pratiquer la guérison par les mains. Je me suis formée à l'hôpital et j'ai touché des centaines de patients et je me suis appris à faire le travail énergétique. Et j'étais à l'hôpital, je marchais dans le couloir très tôt le matin et j'ai vu ça. Je suis très visuelle. J'ai vu ce tissu bleu cobalt flotter dans l'air à environ 1,5 mètres au-dessus de moi. Les plafonds de cet hôpital étaient incroyablement hauts. Et cela ne m'a pas surpris car cela faisait déjà quelques années que je voyais des choses étranges et farfelues. Alors je fixe ce tissu bleu cobalt et une tête émerge à travers le tissu, celle d'une femme. Elle a les cheveux gris tirés en arrière. Si je devais deviner son âge, je dirais qu'elle est probablement dans la fin de la soixantaine ou au début de la soixante-dizaine. Et elle me parle. Et quand les êtres vous parlent, ils le font mentalement, par télépathie. Ça fait juste pouf dans votre tête. Et elle m'a dit, pourriez-vous aller parler à mon fils, s'il vous plaît? Et je lui ai répondu par télépathie. Nous étions les seules âmes présentes. Moi, l'unique humain dans ce couloir. Moi, c'était très tôt le matin et j'ai communiqué. Je ne sais pas dans quelle chambre il se trouve et j'ai réellement énormément à faire aujourd'hui. Voilà ce que j'ai transmis. Et soudain, la boule de charbon est apparue, a disparu, disparu. Mais à chaque fois que je parcourais ce couloir, ce qui arrivait souvent, parce que les infirmières chefs, vous savez, vous vous occupez des autres infirmières et vous assurez qu'elles vont bien. Alors je parcourais les couloirs très vite et avec rapidité. À chaque fois que je passais cette partie du couloir, elle réapparaissait et me demandait de prendre soin de son fils. Et ce n'est que vers 15h01 de l'après-midi, à la fin de mon service, lorsqu'elle me suppliait presque et qu'elle était même un peu fâchée contre moi, en fait. Je le serais. De même, si j'ai pris la peine, en tant qu'individu qui vient de passer par là, de te dire, mon ami, pourrais-tu juste faire passer un message? Je suis conscient que tu es débordé, mais cela est essentiel. Et vraiment, mais ça l'était. Dès que j'ai pu l'entendre, cette dernière fois, tout à coup, parce que c'était comme une immense unité, il y avait tant de portes. Mais tout à coup, l'une des portes devant laquelle je me tenais à chaque fois que je la voyais a commencé à briller, à rayonner énergétiquement. Alors j'ai demandé à son infirmier, parce qu'à ce moment-là, le personnel de l'hôpital savait que je faisais quelque chose de différent dans les chambres parfois. Et je demandais toujours l'autorisation à l'infirmier du patient avant d'entrer et de parler d'énergie ou de quoi que ce soit de ce genre. Et l'infirmier a répondu, bien sûr, vous pouvez entrer. Alors je suis entrée dans la chambre, me suis présentée et j'ai posé une question au jeune homme allongé dans le lit qui avait peut-être la trentaine. À ses côtés, il y avait également une femme assise, du même âge environ, que je supposais être sa compagne. Et je lui ai demandé si sa mère était décédée, et il a répondu par l'affirmative. Et j'ai dit, considériez-vous cela comme un peu exigeant? Et ils ont tous les deux éclaté de rire. Puis il m'a présenté à sa sœur, et j'ai dit, votre mère m'a harcelé toute la matinée pour que je vienne ici et que j'impose les mains sur vous. Elle souhaite transmettre un message. Je ne sais pas lequel. Puis-je vous imposer les mains, s'il vous plaît? Alors je l'ai fait. Et j'ai pu entendre sa mère me dire qu'il lui restait encore du temps. Il avait une maladie en phase terminale et il était inquiet que cette hospitalisation soit sa dernière sur Terre. Et elle tenait à ce qu'il sache qu'il lui restait encore du temps et qu'il allait bientôt rentrer chez lui pour être avec sa famille. Elle resterait patiente jusqu'à ce que l'heure vienne pour lui de la rejoindre. Cependant, ce temps n'était pas encore venu et c'était une expérience incroyable, une expérience merveilleuse. Et Maria, laissez-moi vous demander, car votre point de vue est vraiment unique, vu que vous avez travaillé dans le domaine médical. Et c'est une autre chose. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de gens de votre secteur peuvent parfois rejeter. Ils rejettent leurs dons et prennent une direction totalement opposée. Ainsi, ils se tournent vers, comme j'ai été élevé avec la médecine chinoise et tout ça, ils se dirigent vers cela où je vais devenir scientifique parce que ça ne m'intéresse pas. Et ils finissent toujours par revenir. Je veux dire, regardez Suzanne Giesemann, notre amie commune, le chemin qu'elle a pris, Air Force One, donc de votre point de vue. J'ai entendu tant d'histoires d'infirmières, spécifiquement d'infirmières, pas autant de médecins, mais d'infirmières qui sont les travailleurs de première ligne, d'une certaine manière plus que les médecins. Sans rien enlever aux médecins, mais les infirmières sont toujours dans la chambre. Les médecins entrent, sortent,
entrent, sortent et ils s'occupent toujours de plusieurs patients. Mais les infirmières, elles, sont généralement toujours dans la chambre et elles voient tout. Elles voient la vie, elles voient la mort. Et j'ai entendu plusieurs personnes ayant frôlé la mort et revenues parler de qui elles voient. Souvent, la première personne qu'elles aperçoivent, c'est une infirmière. Et il y avait cette incroyable histoire que j'ai entendue et puis il est revenu. Il était genre: «Je reviens tout juste de ce lieu magnifique» et là, elle commence à parler, il révèle tout, il revient tout juste de la mort et elle se met à parler: «Vous étiez en attente de transfert, maintenant vous êtes revenu. Il va falloir vous faire à l'idée que vous êtes de retour. Désolé». Mais elle fait comme si de rien n'était, genre: «Non, tu vas devoir t'habituer à l'idée que tu es de retour ici sur terre et que tu ne vas pas y retourner pour le moment». Alors, d'après ton expérience, à travailler avec tant d'infirmières, combien de sacrifici, au-delà de leur âge, à savoir ce que les perçoivent, ce qu'elles ne perçoivent pas, et juste accepter qu'enre, ah, wise, les gens, il y a quelque chose après la vie. J'ai vu ça, ou j'ai entendu cela, qu'elles intègrent simplement dans le domaine médical de ton point de vue. Eh bien, c'est une question très pertinente. Pour commencer, je dirais que les personnes dotées d'une forte intuition, notamment les infirmières, sont naturellement attirées par le secteur médical. Un bon médecin, par exemple, lorsqu'une infirmière l'appelle au beau milieu de la nuit, même si elle ne parvient pas à exprimer clairement la raison de son inquiétude, comprendra qu'il y a forcément un fondement clinique à son appel. Il se rendra donc sans hésiter à l'hôpital pour voir ce qui se passe, parce que l'intuition des infirmières est souvent un signal d'alerte important. C'est là un aspect fascinant des hôpitaux, qui demeure l'un de mes lieux favoris sur cette terre. Je les chéris sincèrement et leur absence se fait ressentir chaque jour. Néanmoins, je dois avouer que ce que je fais maintenant me passionne encore davantage, car de nombreuses personnes vont et viennent constamment, énergétiquement parlant. Des personnes arrivent, naissant sur la planète. Des personnes partent, leur énergie passe de l'autre côté, et bien sûr, dès que vous commencez à quitter votre corps, vous élevez votre énergie très rapidement. Vous acquérez tant de connaissances et d'informations en si peu de temps alors que votre corps, votre énergie s'élance vers les cieux, n'est-ce pas? Même si cela vous prend des semaines, des mois ou des années pour traverser complètement, vous acquérez tant de connaissances fondamentales. Mais il y a des portails, d'immenses portails qui sont ouverts entre notre monde et les autres mondes, et ils sont véritablement gigantesques. Ils ressemblent à des arches pour moi. Ils pourraient mesurer des centaines de pieds de haut et des centaines de pieds de large, car il y a tant d'échanges. De guides spirituels ident un bébé à naître, qui guidaron cette personne durant toute son existence. Peut-être même des êtres chers qui ne les rencontreront pas sous forme physique, mais se sont rencontrés avant qu'ils ne décident de se réincarner. Tout comme les grands-parents ou arrière-grands-parents contribuent à l'émerveillement de la naissance, en aidant à l'arrivée d'un fœtus et d'un nourrisson sur notre planète, des êtres de vies antérieures se tiennent prêts à accompagner ceux qui s'apprêtent à quitter le royaume terrestre. Leur retour est célébré comme une fête prénatale, un joyeux retour au foyer originel. De l'autre côté, une grande effervescence accueille les âmes qui rentrent à la maison. La Terre, dans cette perspective, n'est pas considérée comme notre foyer définitif. Elle est plutôt une réalité temporaire, un théâtre d'expériences uniques, exquises et contractuelles, qui servent à faire évoluer nos âmes. C'est un lieu de passage extrêmement animé, peuplé d'anges, d'archanges, de proches disparus et d'êtres que nous n'avons peut-être pas revus depuis des siècles. Tous se rassemblent pour accueillir chaleureusement l'âme qui décide de quitter cette planète unique, aux teintes bleues et vertes, pour entamer son voyage vers l'éternité. C'est incroyable. Lorsque des esprits tentent de prendre contact avec vous, tels que la dame vêtue d'un voile bleu, le voile de couleur bleue, quelle est l'énergie ressentie? Sensation particulière, odeur, autre manifestation physique, des répercussions, si vous voulez, se produisent-elles durant ce processus? Mes guides spirituels sont vraiment doués pour m'apprendre à maintenir ma propre vibration, afin que je puisse être en très bonne santé et profiter de ma vie. Ainsi, mes expériences sont en fait incroyablement positives, mais je travaille à calibrer mon énergie pour qu'elle circule rapidement. Donc, comme lorsque j'ai commencé à imposer les mains sur les patients à l'hôpital, je pouvais ressentir tout leur inconfort physique. C'était vraiment inconfortable parce que nos patients étaient très malades, ils étaient sous des médicaments très puissants et je finissais par être criblée de douleur. Et je devais sortir de l'hôpital et m'asseoir à l'extérieur de la cafétéria près de la cascade et attendre que mon corps se décharge de leur énergie. Mais mes guides m'ont très tôt appris à faire circuler mon énergie plus rapidement. Mais ce qui m'arrive généralement, parce que c'est une excellente question, c'est que les choses commencent tout simplement à rayonner.
C'est visuel, très visuel pour moi. Je veux dire, je ressens la chaleur et j'ai l'impression que mon corps commence à fonctionner à une fréquence plus élevée, comme si vous étiez vraiment excité et heureux. Ces choses m'arrivent. Mais oui, lorsque je vois juste des gens, par exemple si je dois travailler avec quelqu'un ou que quelqu'un est prévu dans mon emploi du temps et que je ne veux rien savoir sur la raison pour laquelle cette personne prend rendez-vous avec moi, j'aime y aller sans aucune idée préconçue. Des défunts commencent alors à me suivre partout chez moi et m'aident à plier le linge ou à faire la vaisselle ou encore à promener mon chien. Et ensuite, quand je m'assois, et je fais tout par Zoom ces temps-ci, quand je m'assois pour parler aux clients, tout à coup je me dis: «Oh, ton père m'a suivi toute la journée». Là, je sais alors qui est cette personne. Alors, je cite toujours l'exemple de Whoopi Goldberg dans le film Ghost, qui est tout simplement incroyable, un film incroyable. Dans le film, elle n'avait pratiquement aucun contrôle sur l'identité des personnes qui apparaissaient, ni sur le moment ou la manière de leur apparition. Je veux dire, dans le film, ils prennent littéralement possession de son corps et le traversent, tout ce genre de choses. Mais en général, pour vous, y a-t-il un panneau fermé et un panneau ouvert, ou bien les gens se pointent-ils simplement quand ça leur chante et vous devez alors, en quelque sorte, gérer la situation comme elle vient? Ou est-ce à vous de décider, genre, je suis fermé en ce moment? J'ai dû établir des règles très tôt et les limites concernent vraiment nous-mêmes, elles ne concernent pas vraiment les autres. Donc, j'ai fixé des limites parce que je pourrais être dans la file d'un café et quelqu'un se mettrait à me parler et je devrais m'approcher d'un inconnu pour discuter de son parent. Je veux dire, ils ont toujours apprécié et valorisé cela, mais ensuite ils se mettent à pleurer et je dois m'assurer qu'ils vont bien et je pourrais être en retard à mon rendez-vous. C'est une chose, c'est une chose, c'est une chose. Donc j'ai une règle. Personne n'a le droit de me déranger, ce qui n'est pas très gentil à dire, mais personne n'a le droit de me déranger à moins que je ne travaille ou que ce soit une hémorragie artérielle. Ça doit l'être. Vous ne pouvez pas simplement venir me parler sous prétexte que votre fils vous manque. Pendant ce temps, je suis chez Costco, concentrée à sélectionner mes fraises bio avec soin pour ne pas risquer d'acheter des fraises conventionnelles par mégarde. C'est vraiment important pour moi. Je désire vraiment les produits bio, donc j'ai des règles. On ne doit pas me couper la parole. Et alors, je lui prête vraiment toute mon attention. Je sais que c'est crucial et important. Une fois, j'étais au restaurant avec un ami et c'était un vendredi soir. Je n'avais pris que quelques gorgées de vin. Je suis allée aux toilettes. J'étais dans la cabine, l'eau. Peu importe qu'il s'agisse d'eau de toilette, d'eau de lavabo, d'eau de bain ou bien de l'eau de l'océan. Les esprits C sont très attirés par les molécules d'eau parce que nous sommes principalement constitués d'eau et que la Terre est majoritairement recouverte d'eau. Donc, je suis dans la cabine et cette femme apparaît, celle qui a passé de l'autre côté. Elle était jeune, et je dis jeune parce que 30 ans, pour moi, c'est jeune de nos jours. Et elle m'a dit qu'elle venait de décéder et que son mari était dans le restaurant, très triste, et elle voulait que je lui parle. Alors, nous avons cette conférence télépathique mentale. Elle m'a même dit qu'elle avait souffert d'une maladie chronique pendant des années, qui avait été contrôlée, mais que soudainement, quelque chose a subitement changé dans son corps et elle est décédée de manière inattendue, comme si ce n'était pas prévu. Et je lui ai dit, mes heures, qu'il me donne un coup de fil. Je sors, voici ma carte de visite. Voici ma carte. En fait, voilà ce que j'ai fait. Alors, je décide d'aller manger au restaurant. Nous étions assis près du bar et juste à côté de moi, mon ami commence à me raconter, tu n'imagines pas ce qui vient de se passer. Un homme s'était approché d'elle et lui avait expliqué qu'il était accompagné de son frère jumeau et que la femme de ce dernier venait tout juste de décéder. Et sans hésiter, je les ai invités à se joindre à nous pour le dîner. Je fais, d'accord, super. Alors, cette femme dans le stand qui, quand les gens désirent ardemment que vous travailez pour eux, je ne veux pas sembler ingrate, mais auparavant, je rencontrais 25 personnes chaque semaine. Je travaillais énormément. Rencontrer des gens fait partie de la vie et en tant qu'enseignant, j'ai dû instaurer des règles à ce sujet. Mais quand quelqu'un tient absolument à vous voir et que c'est crucial, il y parviendra. Ainsi, son mari et son beau-frère se sont joints à nous. Elle criait sans cesse, me pressant de le convaincre d'arrêter de boire avant de conduire. Dis-lui d'arrêter de boire et de conduire, insistait-elle. Accablé de chagrin, il noyait sa peine dans l'alcool et persistait à conduire. Alors, j'ai finalement révélé qu'il avait sa femme assise juste à côté de moi et il s'est mis à pleurer. J'ai seulement remarqué qu'il utilisait toutes les serviettes pour se moucher. Il était visiblement agacé parce qu'il désirait ardemment qu'elle lui parle. Et j'ai expliqué, ce n'est pas qu'elle ne veut pas te parler, mais pour cela, il est nécessaire que tu élèves ton énergie. Ils existent dans une vibration très élevée, tandis que la Terre vibre à l'une des fréquences les plus basses de l'univers. Tu dois donc augmenter ta vibration pour établir une connexion avec le monde multisensoriel, et ce, pour quelque durée que ce soit. Et j'ai dit, le chagrin, bien qu'il soit beau et nécessaire, est une basse fréquence.
Et j'ai dit, je suis sûre qu'à un moment donné, tu pourrais la voir dans un rêve. Ou tu pourrais avoir une véritable expérience avec elle, mais ce serait difficile en ce moment. Alors j'ai dit, elle te demande d'arrêter, s'il te plaît, de boire et de conduire. Alors il m'a promis qu'il irait voir un conseiller en deuil. J'ai bien parlé avec lui le lundi suivant un peu et depuis, je ne l'ai ni vu ni parlé, mais je suis reconnaissant qu'elle m'ait écouté. A pris toutes les mesures nécessaires pour que je fasse bien mon travail. Dites-moi, qui fait respecter ces règles? Est-ce vos guides spirituels ou est-ce simplement que, une fois l'intention émise, cela se réalise en quelque sorte de soi-même? Je pense que si votre intention est authentique et que vous ne laissez pas beaucoup de marge de manœuvre dans votre intention, si vous n'êtes pas trop gentil ou que vous ne faites pas trop de compromis, alors l'univers s'y conforme parce que le libre arbitre est la loi la plus puissante de tous les univers. D'accord, cela a parfaitement du sens. Existe-t-il des moments ou des lieux spécifiques qui facilitent la connexion ou est-ce que c'est possible n'importe où? Je n'ai pas de problème pour me connecter. Je peux être à peu près n'importe où. J'étais à la banque en train de parler avec mon banquier. Je ne savais même pas que son père était décédé. Et il est apparu alors qu'on discutait. Encore une fois, des tonnes de larmes, de serviettes, de mouchoirs. Vous avez toujours des mouchoirs sur vous? À ce stade-ci, je vais suivre ton exemple. C'est une décision prise. Je veux dire, à ce stade, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, cela semble être un risque typique du métier. Alors, laissez-moi demander, existe-t-il un moyen, puisque vous avez parlé d'augmenter la vibration de nous-mêmes pour avoir une sorte de pouvoir intuitif? Quelles actions peuvent entreprendre les individus pour créer un lien avec leurs proches? Et Je vous remercie sincèrement de me poser cette question. L'une de mes plus grandes joies a été de découvrir cette capacité que je possédais, car jusqu'à l'âge de 37 ans, je n'en avais absolument aucune idée. J'ai croisé tant d'individus dotés de dons et de talents. Beaucoup de personnes possèdent ces atouts naturellement. Tout un chacun a en lui des dons et des talents innés. Certains ne les mettent jamais en lumière, ce qui me plonge dans une profonde tristesse. Par conséquent, l'une de mes plus grandes satisfactions est d'assister les gens à révéler leur magnificence, à apprendre à se connaître et à identifier leurs dons et talents naturels. Et naturellement, ceux qui disposent de capacités multisensorielles suscitent chez moi un enthousiasme tout particulier. Alors de l'autre côté, les êtres qui ont passé de vie à trépas se souviennent, au moment où ils quittent leur corps, que leur énergie s'élève, elle s'intensifie, elle se met à vibrer plus rapidement. Notre énergie sur Terre est plus lente, elle a une fréquence plus basse, une vibration inférieure. Donc, à mesure que l'être s'élève, son énergie s'expande et c'est ainsi qu'il acquiert une connaissance fondamentale et peut absorber toutes ces informations, ce qui est très guérisseur. Comme vous comprenez pourquoi vos parents étaient d'une certaine manière, pourquoi vous avez épousé quelqu'un que vous regrettez, ou toutes sortes de prises de conscience et de résolutions surviennent qui sont tellement libératrices et vous aident à reconnaître que tout se passait pour toutes les raisons parfaites que l'esprit humain ne peut même pas totalement saisir. Alors, si les humains apprennent à canaliser et à faire circuler leur énergie à une fréquence vibratoire élevée, ils peuvent plus aisément s'aligner sur la fréquence d'autres entités. Alex, tu débordes d'énergie, tu es naturellement joyeux et tu as consacré beaucoup d'efforts dans ta vie pour trouver ta propre joie et ton bonheur. Ce chemin n'est pas toujours bien perçu, pas par tout le monde, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui nous rend heureux sur le plan personnel. Mais c'est précisément cela qui maintient ta vibration élevée, c'est cette persévérance à être conscient de la joie et aussi à ignorer les émotions fabriquées par l'esprit qui, à mon avis, piègent et emprisonnent l'humanité, et des chimères qui n'existent pas ou n'existeront jamais, qui nous drainent et diminuent notre fréquence vibratoire. Donc, apprendre à ressentir et à reconnaître tes propres émotions authentiques est crucial pour augmenter ta vibration afin que tu puisses choisir ce qui t'apporte, en tant qu'individu unique, le plus de joie. y a-t-il des instants où il existe juste des entités spirituelles de l'au-delà qui refusent catégoriquement de participer à un échange ou à un dialogue? Imagine, si j'arrive et que je déclare que je dois discuter avec papy et que papy, il est du genre, il n'est pas disposé, il ne souhaite pas te parler. T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation? Ça ne m'est jamais personnellement arrivé, mais c'est quelque chose d'assez courant que j'ai entendu dire qui est arrivé à d'autres médiums pour une raison quelconque. Au moins lors de la première séance que j'ai avec les gens, la personne qu'ils souhaitent voir se manifeste. Souvent, en effet, voyez-vous, les âmes qui sont passées de l'autre côté viennent en aide aux vivants. Elles-mêmes n'ont pas besoin d'assistance. Les défunts, dépourvus de corps, n'en requièrent pas. Ils n'ont pas besoin de se nourrir, ni de s'acquitter de taxes ou d'impôts. Ils ont la capacité de contempler la création dans son ensemble, l'immensité de l'univers, la présence de Dieu, les archanges. Ils détiennent cette conscience étendue. Mais lorsqu'ils interviennent, c'est par volonté d'assistance. C'est leur aspiration profonde. Ils perçoivent des réalités qui nous échappent, que nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Ainsi, l'individu qui transmet les renseignements les plus précieux, ce n'est pas nécessairement le grand-père, bien qu'il puisse être présent et partager quelques paroles. Il se pourrait que ce soit le voisin qui habitait à côté, décédé quand vous étiez enfant et qui avait compris quelques concepts de base vous concernant et apporte des informations qui libèrent votre âme.
afin que vous puissiez évoluer et vous permettre d'être plus épanoui dans cette vie. Vous vous identifiez en tant que médium psychique. Alors, fréquemment, lorsque les gens entendent le terme psychique, ils imaginent que vous avez la capacité de prédire l'avenir, qu'il y a une boule de cristal impliquée et toutes sortes de choses fantastiques et abracadabrantes. Cependant, l'idée répandue qu'on se fait d'un psychique, c'est qu'il est censé pouvoir dévoiler notre avenir ou nous apporter une forme de guidance dans la vie, pour vous. Quand il ne s'agit pas de communiquer directement avec un esprit, quelle est votre source d'information qui vous parvient? Car cela diffère d'un canalisateur à une personne qui consulte les annales akashiques ou à quelqu'un qui dialogue avec des guides spirituels. Quelle est la vôtre? La mienne est une combinaison de plusieurs choses. Je peux me trouver dans les annales akashiques, je peux dialoguer avec un proche disparu, je peux communiquer avec leur guide spirituel, leur corps me parle. J'aime penser, mais je ne veux pas que cela sonne. Je choisis de croire que c'est réellement avec Dieu que je suis en train de parler. Je pense que nous incarnons tous une part de Dieu, étant essentielle à la création. Chacun est unique et irremplaçable. J'aime croire que je communique avec la conscience supérieure propre à chacun, qui varie d'une personne à l'autre. Certains ressentent fortement leur connexion avec des guides spirituels, tandis que d'autres sont plus en phase avec les liens qu'ils maintiennent avec les êtres chers disparus. Et j'aime avoir des conversations avec qui que ce soit, ce qui est pour leur plus grand bien est disponible. Et comment faites-vous? Est-ce par la pensée, par le sentiment, par l'audible? Comment cette information vous parvient-elle? Cela peut être l'un de ces éléments. Les médiums cherchent à ressentir une connaissance intuitive. Vous pourriez voir, entendre ou sentir quelque chose. Personnellement, la façon dont cela se présente importe peu. Je veux juste savoir. Donc, je suis très clairvoyante, très visuelle. L'une des choses qui se produisent en tant que médium, c'est que je n'entends pas les noms des personnes qui sont passées de l'autre côté. Les noms humains ne m'intéressent même pas vraiment. Pour moi, les gens ne ressemblent pas à leur nom. Ils ressemblent à de l'énergie, ce qui peut être très différent de leur nom. À les êtres de l'autre côté, car ils savent très bien comment fonctionnent les médiums. Ils savent que je suis très visuelle. Alors, ils me montrent à quoi ils ressemblent. Je peux voir leur personnalité, à quoi ressemblaient leurs vêtements, leurs cheveux, toutes ces choses. Et puis, ce qui est le plus important pour tous les voyants, tous les intuitifs, c'est de ressentir ce que vous vivez, que vous l'entendiez ou que vous le voyez, ou que vous ayez une connaissance intérieure. Vous devez ressentir ce que cela signifie. Donc, comme si je travaillais sur quelqu'un et que je voyais de la vitamine C. Le symbole qui flotte autour de leur corps, je dois le ressentir. Ont-ils besoin de plus de vitamine C? Ou bien ont-ils un surplus de vitamine C? Ainsi, il est nécessaire de ressentir, d'interpréter les informations que l'on reçoit. Je dois vous demander, quel est l'endroit le plus étrange dans le temps où des esprits sont apparus? Je suppose que ce n'est pas sous la douche, j'espère. Mais c'était où, alors que vous faisiez quelque chose, et là vous vous dites: «Sérieusement maintenant?» C'était sous la douche, ouais, ma cousine. Ma cousine qui faisait partie de la famille. Ouais, c'était elle. Mais on s'était éloignés depuis quelques années avant qu'elle ne meure. Son mari s'amusait avec d'autres personnes dans leur mariage et quand je suis allée leur rendre visite, je ne voulais pas rester chez eux et ça l'a mise en colère. J'avais loué un endroit vraiment mignon. Je lui ai dit, viens rester chez moi, mais elle était fâchée, elle était blessée. J'avais blessé ses sentiments et après ça, elle ne voulait plus me parler. Alors après de nombreuses années, j'ai appris qu'elle était atteinte d'une maladie incurable et je lui ai envoyé un bouquet de fleurs et j'ai tenté de reprendre contact, mais elle n'avait probablement même pas la force de tenir une conversation, alors je n'ai jamais pu lui parler avant qu'elle ne disparaisse. Et donc un matin, sous la douche, littéralement. Et il y a de grandes portes en verre et je regarde à travers et là, ma cousine, d'une beauté à couper le souffle. Elle était déjà magnifique, appuyée contre l'évier et le plan de travail, peut-être, à 2,5 mètres de moi, juste là, d'une beauté saisissante. Elle a dit la chose la plus ahurissante qui m'ait choquée. C'est ce que j'aime avec l'intuition parce que c'est très surprenant. Ce n'est pas ce que votre esprit vous dirait. Et l'esprit n'est de toute façon pas un lieu de haute vibration pour l'humanité, c'est un outil logique pour vous aider. Et je me connecte juste à l'heure, puis je m'assure que l'éclairage est adéquat dans nos pièces. D'accord? Alors elle me dit, après qu'on se soit dit bonjour, je l'ai même prise dans mes bras. Parce que quand je vois des gens de l'autre côté, ils ont l'air de la même taille que nous. Et puis elle m'a dit, Anne, tu sais, je veux que tu te souviennes que je me suis aussi amusée dans notre mariage. Et j'avais complètement oublié qu'elle avait vécu des moments heureux au début de notre union. J'avais totalement oublié ces instants. Et elle était là devant moi pour m'enseigner à ne pas être jugeant, à accepter les choix des gens avec compréhension et bienveillance. C'était pour moi un instant véritablement profond, magnifique et merveilleux. Permettez-moi de demander, quand vous avez parlé de votre cousin, combien de temps restent les esprits? Sous la forme de l'individu qu'ils étaient, de l'avatar qu'ils représentaient dans cette vie? Se manifestent-ils après l'oubli
de tous ceux qui se souvenaient d'eux de l'autre côté? Est-ce une expérience totalement différente ou bien se projette-t-il simplement ainsi dans notre réalité? Ça ressemble à quoi? Excellente question. En quittant la Terre, ils peuvent prendre toute forme voulue, sans obligation de ressembler à quoi que ce soit s'ils ne le veulent pas. Alors, il y a comme un tableau d'affichage, si vous voulez, à l'extérieur de chaque médium. C'est ce que mes guides spirituels m'ont enseigné après cette femme en cobalt. Je me suis dit, comment vais-je communiquer avec encore plus de défunts? Parce qu'ils m'ont dit, oh, tu es un médium. Surprise. Je me dis, comment vais-je y arriver? Alors, c'est vraiment un hologramme. Mais pour moi, ça ressemble à un panneau d'affichage et il y a des informations dessus pour que, quand les âmes passent, elles sachent comment interagir avec le médium. Mais pour répondre à votre question, vous pouvez prendre l'apparence que vous voulez. Mais comme je suis très visuelle, ils me montrent à quoi ils ressemblaient lorsqu'ils étaient sous forme physique. En général, il s'écoulait environ 100 ans humains avant que quelqu'un ne se réincarne sur Terre. Parce que le temps passe très vite de l'autre côté, plus vite que le temps terrestre. La Terre est tellement prisée en ce moment, comme si nous étions un véritable foyer de croissance consciente potentielle. Nous sommes le club que tous veulent intégrer. Oui, exact. Par conséquent, il est courant que les âmes patientent entre 50 et 100 ans. Elles ne demeurent pas nécessairement dans l'au-delà. Il y a des centaines de milliers de dimensions différentes et en fonction de votre niveau de conscience, vous avez la possibilité de visiter et de vous trouver exactement où vous désirez être. Alors, elles attendent de 50 à 100 ans avant de décider de se réincarner dans le royaume terrestre. Était-ce la question que vous m'avez posée? Oui, précisément. Cela signifie donc qu'elles optent pour se présenter sous l'aspect qu'elles souhaitent, ici même, plutôt que de se balader sous l'identité de Bob durant les 100 années à venir, que ce soit dans ce royaume céleste ou dans un autre lieu alternatif. Et si elles se réincarnent ou dessinent qu'elles sont trop éloignées du domaine terrestre, il y a toujours une vibration spirituelle de chaque vie que nous avons vécue qui existe. Elle n'est pas aussi tangible que lorsque vous êtes en connexion avec la personne, comme mon cousin, où on avait l'impression que le temps s'était arrêté et qu'on traînait ensemble, à mourir de rire et à passer un moment merveilleux. Mais il y a en quelque sorte une représentation spirituelle de cette énergie parce que l'énergie, elle, ne meurt jamais. Jamais. Je peux reconnaître quand je parle à quelqu'un qui s'est déjà réincarné, qui est déjà de retour sur Terre. Mais je peux communiquer avec cet aspect spirituel d'eux, cette mémoire énergétique qu'ils ont de cette vie. Donc, vous voulez dire que vous pourriez parler à l'esprit de Bob et en même temps, Bob est déjà réincarné en Fred sur Terre. C'est rare. C'est extrêmement inhabituel car, d'après ma compréhension, il n'existe pas de vie antérieure ou de vie future qui se déroule précisément au même instant, ce qui est difficile à comprendre pour nous. Mais je saisis l'idée. J'ai eu un excellent exemple de cela. Un de mes invités m'a dit, c'est comme lorsque vous regardez la télévision, vous suivez une émission, mais vous savez qu'il y a 1000 autres émissions diffusées exactement au même moment que celle-ci, seulement vous n'êtes pas branché sur ces émissions. Alors j'ai trouvé que c'était une façon tellement géniale de l'expliquer. Excellente description. Nous vivons effectivement plusieurs vies en parallèle. Nous ne sommes pas seulement sur Terre pour ce moment magique. Notre existence se déploie en divers lieux simultanément. Donc cette notion de l'âme égarée ou de fantôme, ou encore des esprits que c'est qui sont piégés dans une maison ou ayant des affaires inachevées, cela fait partie des légendes depuis si longtemps. De votre point de vue, est-ce vrai? À quel point est-ce vrai? Comme s'il y avait eu un accident tragique pour Bob. Je n'arrête pas de m'en prendre à ce pauvre Bob. Mais Bob a eu un accident tragique dans cette maison et maintenant il est, entre guillemets, hantant notre maison ou traînant dans la maison ou ne pouvant pas vraiment partir. Et il a aussi participé à la guerre de sécession. Alors, est-ce que c'est une chose de votre point de vue? Comment cela fonctionne-t-il? C'est vrai. Alors, lorsque l'énergie quitte le corps, souvenez-vous, le libre arbitre est la loi la plus puissante de l'univers. Même si des cœurs d'anges aident quelqu'un à passer de l'autre côté, ils ne sont pas obligés de le faire s'ils ne le veulent pas. En fait, cela est tellement respecté. Notre individualisation et notre libre arbitre sont tellement respectés. Donc, si quelqu'un est en quelque sorte coincé dans cette vie, comme s'il n'avait pas fait de travail intérieur, ce que certaines personnes ne font pas, ou mes guides disent toujours que les gens le font, c'est juste tellement minime que je ne peux pas le percevoir. Parfois, les gens attendent de passer de l'autre côté, puis ils regardent en arrière vers la Terre et leur famille, et commencent alors à faire le travail intérieur depuis cette perspective. Mais si vous subissez une perte horrible et tragique, ou si la vie se déroule à l'opposé de ce que vous aviez prévu, vous pouvez rester dans le plan astral. Juste à l'extérieur de notre dimension se trouve la quatrième dimension. Je pense toujours à la cinquième dimension comme le paradis de la Terre. Et la quatrième dimension est appelée le plan astral. C'est une immense réalité space-temps. C'est là que se trouvent les archives akashiques, où nous pouvons visiter des vies antérieures.
où les médiums et les défunts traversent le plan astral tout le temps, de sorte que nous puissions nous connecter et communiquer. Et ainsi, ils resteront coincés, si vous voulez, parce qu'ils désirent rester. Dans une certaine perception, ils peuvent hanter une demeure. En général, cependant, quand j'examine des hantises, elles sont problématiques. Il est généralement question d'une personne qui rencontre de nombreux défis mentaux. Cela peut être simplement de la dépression ou de la tristesse, ou peut-être de l'insomnie. Pour que ces deux vibrations se rencontrent, n'est-ce pas? Il doit certainement y avoir un aspect cohérent dans ce qu'ils ont vécu, selon ma perspective. Donc, en d'autres termes, si votre vibration se fait à une fréquence élevée et vous n'emménageriez probablement pas dans une maison qui abrite un ou deux esprits, en règle générale. Ça ne se connecte pas. Je crains pas les fantômes, je les trouve cool et captivants, vraiment, c'est ainsi, enfin. Oui, tu as un point de vue très particulier, Marie. Je pense plutôt le contraire. Beaucoup d'autres gens. Voir l'oncle Bob suspendu dans le coin va sûrement les faire flipper complètement. Mais je tends plutôt à choisir une construction neuve. Choix. Mais qui connaît bien le terrain? Le terrain, il pourrait y avoir des gens, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi ces choses vraiment intéressantes. Des couloirs ancestraux ont été utilisés pendant des éons, permettant aux êtres de transiter d'une dimension à une autre. Ils fonctionnent en quelque sorte comme des portails, un peu à la manière des portes d'un hôpital. Mais ce sont en vérité des passages qui relient les différentes dimensions. Ainsi, posséder une maison avec un portail dimensionnel ouvert n'est pas souhaitable. Lorsque je détecte un tel phénomène chez mes clients, je les incite à le sceller avec des cristaux et diverses méthodes afin d'empêcher les apparitions d'entités qui pourraient se montrer facétieuses, bruyantes ou semer le désordre. Cependant, il existe une certaine beauté à comprendre et à faciliter la guérison de quelqu'un pour qu'il puisse franchir le seuil vers l'autre côté. Je trouve que c'est une chose merveilleuse que d'être à proximité des âmes qui tentent encore de démêler et de comprendre ces mystères. Existe-t-il des mesures que nous pouvons prendre pour nous défendre contre les énergies négatives ou d'autres influences du même type qui pénètrent dans notre quotidien? Je ne suis pas particulièrement adepte du terme protection, car je trouve que c'est un mot de basse fréquence vibratoire. Cependant, je crois que maintenir une haute fréquence vibratoire nous protège naturellement. Donc, si nous sommes heureux et épanouis, ce qui est un état fluctuant pour les humains, à moins d'être pleinement présents, nous étendons naturellement notre champ aurique. Et un champ aurique sain s'étend sur environ 3 pâtés de maison dans chaque direction. Imaginez votre aura comme votre peau et comment votre peau vous protège de la chaleur, du froid, des chocs contre un meuble ou des chutes. Elle protège les tissus et les vaisseaux qui se trouvent en dessous. Le champ orc agit de manière identique sur notre système énergétique et sur notre condition physique. De ce fait, lorsque nous nous sentons pleinement présents, il nous est possible d'étendre nos auras de notre propre initiative. C'est une partie de notre être. Si nous l'élargissons, alors je pense que cela crée la protection qui permet aux énergies de basse vibration de rester éloignées de nos hautes fréquences. Oh, est-ce qu'il y a des guides spirituels, des anges, d'autres parents autour de nous qui nous entourent tout le temps? Sont-ils une forme de protection, entre guillemets, ou une barrière, quoi, si vous voulez, contre ce genre de choses? Je pose la question parce que c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps. Je suis sûr que vous l'entendez souvent. Oui, sans aucun doute. Vos guides spirituels vous sont entièrement dévoués et restent à vos côtés depuis le moment où vous êtes conçu jusqu'à celui où vous passez de l'autre côté. De plus, certains membres de la famille choisissent de s'investir de manière significative dans notre existence. C'est pour cette raison qu'un jour, les médiums pourraient se retrouver sans emploi. Chaque personne sera en mesure de communiquer avec ses proches disparus, car en vérité, tout un chacun possède cette faculté innée. S'ils élèvent leur vibration, apaisent leur esprit, ils peuvent établir des liens avec leurs proches. J'ai posé cette question à plusieurs reprises dans l'émission. J'aimerais entendre votre point de vue. Que se passe-t-il de l'autre côté? Y a-t-il un bar? Tout le monde se retrouve-t-il dans un cinéma? Évidemment, il y a les archives akashiques, qui sont une bibliothèque. Vraiment? Pourtant, il n'y a pas foule à la bibliothèque, en général. C'est probablement la bibliothèque la plus cool qui soit. Mais en règle générale, que se passe-t-il pendant ce temps, entre guillemets? Parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais pendant ce temps où ils sont de l'autre côté, entre les vies, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, les archives akashiques, c'est simplement une bibliothèque pour les rouleaux de vie humaine. Donc, c'est vraiment pour un jour où la Terre n'existera plus, ce qui sera dans très longtemps, parce qu'elle va changer de fréquence dans une autre dimension. Et alors, les archives akashiques se dissiperont parce que nous n'aurons plus de registre pour le domaine terrestre. Ils font beaucoup de choses. J'ai parlé à tant de personnes qui n'ont pas pris de vacances, qui ne se sont pas reposées, qui ont travaillé d'arrache-pied.
Alors, ils sont là-bas simplement à se reposer, à s'amuser et à jouer. Ils diront, je ne joue pas au golf, mais c'est un peu comme le golf. Je ne joue pas de la guitare, mais c'est un peu comme une guitare. Donc, il y a tout un tas de gens qui se détendent, jouent, s'amusent et sautent comme en parachute. Bien que dépourvus d'avion, ils connaissent des aventures trépidantes ou de l'air. ou de l'air. Il y a des gens qui travaillent, croyez-le ou non. Alors, il existe des âmes qui se consacrent à l'élargissement de la conscience humaine. Et l'un des métiers que j'ai pu observer à quelques reprises, c'est lorsque des gens travaillent vraiment à l'hôpital. Et je le sais car ils connaissent mon amour pour cet endroit. Les enfants en phase terminale peinent à partir, retenus par des parents qui ne veulent pas les laisser aller. Le personnel médical s'efforce de les maintenir en vie. Cependant, des esprits ayant déjà passé le seuil de la mort viennent jouer à des jeux vidéo avec eux la nuit, leur parlent et les aident à accepter de quitter leur corps. Ces esprits leur offrent ainsi une forme de thérapie, de conseil et de réconfort par le jeu, les préparant doucement à leur départ imminent pour qu'ils puissent préparer l'aventure. J'ai entendu dire qu'il y a des gardiens dans les annales akashiques, alors je me dis, bon, quelqu'un fait ce travail. Ils ne me semblent pas à humains. Ils font bien 6 mètres de haut. Ils ressemblent à Ben. Donc, ils ont plutôt une apparence masculine. C'était le cas. Encore une fois, cette couleur bleu cobalt, pour une raison quelconque, apparaît dans mes visions comme une robe qui va de la tête aux pieds et ils peuvent atteindre les rouleaux qui sont dans des casiers très hauts. Et ils descendent ces archives et se tiennent à votre droite, veillant sur les annales akashiques. Donc, il y a des emplois de l'autre côté. Que vous choisissiez de faire volontairement ou non, cela reflète ce que vous désirez vraiment. Avez-vous vu le film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams? Bien sûr que oui, mais j'ai eu le producteur au téléphone. De l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Cela se produit de l'autre côté du miroir. Donc, c'est une des choses que j'ai pensé. Parce que quand j'ai vu ce film et j'ai entendu ça, de tant d'expériences de mort imminente, comme on crée parfois sa propre réalité, c'est vrai. Et ce que Robin a fait, quand il est arrivé là-bas, où tout était peinture, parce que sa femme était toute de peinture, et puis petit à petit, ça a pris forme, et là, oh, il y a le chien, et j'ai toujours adoré cet arbre. Et oh, je voulais vraiment avoir une sorte de villa italienne, et c'est ce qu'il a construit. Donc c'était tout ça. C'est donc ça qui se passe de l'autre côté. Vous avez cette liberté d'être créatif et unique et vous êtes toujours en train de vous découvrir. Maintenant, vous n'avez plus les contraintes d'une existence humaine. Alors, laissez-moi vous demander, quel est le processus pour un maître ascensionné? Un Jésus, un Bouddha, un Yogananda, un Babaji? Ces personnages historiques bien connus, certains du siècle dernier comme Yogananda et d'autres encore plus illustres. Je plaisante souvent en disant que le plus grand travailleur de la télévision, c'est Jésus. Il surgit dans presque toutes les expériences de mort imminente. Pas toutes, je plaisante. Mais vraiment, ces figures-là sont exceptionnelles. S'il est approprié, il se manifeste, que ce soit Shiva ou ces êtres précis. Quel type d'accès ont-ils? Ne souhaitent-ils pas revenir ou reviennent-ils uniquement pour apporter leur aide? Quelle est votre expérience personnelle avec eux? Eh bien, ils ne veulent pas revenir. Ils sont tellement grands, leur énergie est tellement immense maintenant qu'ils ne veulent pas réduire leur vibration, leur fréquence ou leur conscience pour entrer dans une forme physique. Parce que même toi et moi, en s'incarnant sur Terre, on n'a pas apporté toute notre âme avec nous. On ne peut emporter que les parties qui peuvent être utiles et celles qui cherchent à guérir, parce qu'on deviendrait fou si on apportait toute notre conscience. Mais une incroyable expansion de la compassion, c'est ce qui crée les maîtres ascensionnés et l'autocompassion. Donc, comme tu es une vieille âme, et je pense que la planète est composée d'environ 50% de vieilles âmes et 50% de jeunes âmes à peu près. Et les âmes plus jeunes, elles sont en train d'apprendre la compassion. Les âmes plus anciennes apprennent l'autocompassion. Alors, une fois que tu as appris la compassion de manière significative, tout comme toi et moi, si un criminel endurci est en question, bien sûr que nous voulons qu'il aille en prison, mais nous espérons qu'il mange des aliments bio et qu'il reçoive une thérapie et que l'endroit soit plus sûr pour lui. Je serais d'accord. Mais puisque nous sommes sur Terre, je suis sûre que nous travaillons sur l'autocompassion. Et les maîtres ascensionnés ont appris à combiner leur compassion pour toute la création à travers les univers et à avoir de la compassion pour eux-mêmes également. C'est ce qui élève leur vibration et leur fréquence. Et vers quelle sphère peuvent-ils se diriger de l'autre côté? Dans ces lieux où peut-être une âme qui n'est pas aussi avancée, si l'on veut, pourrait se retrouver. Quelles sont ces dimensions? Selon ce que j'ai compris,
Il existerait de multiples niveaux, pour ainsi dire, diverses dimensions, différentes réalités. Cependant, il y a des portes qui demeurent inaccessibles à certaines âmes qui n'ont simplement pas suffisamment fait évoluer leurs vibrations pour pouvoir ouvrir ces portes ou pénétrer dans ces espaces. Où se dirigent donc les maîtres ascensionnés? Et est-ce là l'ultime étape ou existe-t-il encore des niveaux supérieurs à atteindre? Bien sûr, il y a plus haut que les maîtres ascensionnés. Je ne pense pas qu'il y ait une fin. Je ne pense pas qu'il y ait une fin. Je ne crois pas que l'univers soit un vide. Je pense que nous continuons simplement à nous étendre sans cesse et à créer sans fin. Donc, vous avez raison. C'est votre énergie qui ouvre ces passages que nous cherchons tant. Tout ce qui se trouve de l'autre côté est relatif aux particules subatomiques et à l'énergie. C'est pourquoi si quelqu'un n'a pas été très gentil avec ses proches, il ne pourra pas s'approcher de leur énergie, même en tant qu'âme défunte, car il peut voir que la vibration indique qu'il ne peut pas s'approcher de leur énergie tant qu'il n'apprend pas à être gentil avec eux. Ainsi, tout est tellement plus clair de l'autre côté. C'est pourquoi il n'y a pas de violence, de crime, de pauvreté et toutes ces choses. Elles n'existent pas en dehors de la Terre. Nous sommes l'une des rares réalités spatio-temporelles qui possèdent cela, alors nous continuons simplement à nous étendre et nous allons vers des dimensions et des réalités qui n'ont même pas encore été explorées. Mais c'est incroyable. Ah oui, il y a cette vibration qui ouvre les portes et les passages pour nous tous. Ainsi, prendre conscience est véritablement le but ultime. L'expansion de l'univers infini, tel que nous la concevons dans notre compréhension physique, est exactement la même chose de l'autre côté. C'est une expansion sans limite de multiples réalités. Je veux dire, en explorant le concept de multivers ou de dimensions parallèles, on entrevoit cette similitude fascinante. Chaque décision prise dans votre journée, on pourrait dire qu'une nouvelle réalité est en train de naître ailleurs, une réalité où John F. Kennedy n'est pas mort. Il existe une réalité où, tu sais, DC est plus populaire que Marvel. Tu sais quoi? Aussi, il existe de multiples réalités différentes, tant à une échelle plus vaste qu'à l'échelle personnelle. Par exemple, que se serait-il passé si j'avais porté cela? Tu sais, si on était sortis et fait l'amour cette nuit-là, on aurait pu avoir un enfant. Ça aurait changé notre réalité, tu ne penses pas? Tout aurait été différent. C'est possible, tu crois? Oui, alors que les humains commencent à accepter que la liberté financière est une chose normale et saine à connaître, cela change leur paradigme, cela change la vibration de notre planète. Nous commençons alors à avoir la capacité de prendre soin de toutes sortes de personnes et de créer une éducation gratuite et des soins de santé gratuits et toutes ces choses. Ainsi, la Terre est un point central pour l'expansion de tous les multivers. Si la Terre continue de croître, ce que beaucoup de gens pensent être en très mauvais état. Je pense que la Terre est la plus heureuse qu'elle n'ait jamais été en des temps documentés. Je pense que la vibration sur Terre est vraiment élevée. Nous avons l'occasion de ces conversations. Et donc, à mesure que la Terre continue d'évoluer, cela aide l'univers à s'étendre. Cela contribue à ouvrir davantage de dimensions. Je ne pense pas que cela s'arrêtera jamais. Je pense que cela continuera de s'étendre. C'est ce que je pense. Quoi qu'il en soit, je dois poser cette question après notre agréable conversation. Et vous et moi, nous sommes parfaitement en phase. De ce fait, notre échange a été des plus fluides et compréhensifs. Cependant, il doit y avoir une ou deux personnes qui observent, qui pensent dans leur fort intérieur, ces individus sont cinglés. Cette femme et cet homme sont complètement fous. Ils méritent d'être enfermés. Que répondez-vous? Je suis sûr que vous avez rencontré des sceptiques tout au long de votre parcours. Que leur dites-vous? Et comment abordez-vous ce scepticisme lorsqu'il se présente à vous? J'ai également eu beaucoup de chance dans mon parcours professionnel. Je suis juste dans le déni de tous les sceptiques qui existent, mais la plupart des gens entendent parler de moi par le bouche à oreille ou grâce aux recommandations. Ainsi, quand ils entendent parler de moi ou apprennent à me connaître, je suis vraiment bénie. Je disais à l'univers que ceux que je peux aider facilement me trouvent. Peut-être que cette prière a aidé, je ne suis pas vraiment sûre. Mais bien sûr, il y a eu des moments où des gens m'ont adressé des paroles négatives ou d'autres choses du même ordre, que ce soit en face ou par email. En réalité, je me soucie assez peu de l'opinion des autres. Je pense que certains intuitifs et voyants sont présents pour démontrer par ce qu'ils font que ce en quoi ils croient existe réellement. Pour moi, cela n'est pas particulièrement amusant. Je veux dire, j'aime vraiment en discuter. Je trouve cela captivant. Je pourrais en parler sans fin, mais mon désir est simplement de faire mon travail et de créer mon art et de vivre dans le monde avec mon propre corps, de m'amuser et de jouir de l'existence. Ainsi, l'opinion des autres, cela m'importe peu. En vérité, quelle est la plus grande idée fausse courante concernant le monde des esprits que vous désireriez éclaircir? Merci beaucoup, c'est vraiment une question splendide. C'est magnifique. Les gens craignent tant le monde multisensoriel, le monde extérieur, mais je trouve la Terre 1 million de fois plus effrayante, franchement. Mais pourtant, nous sommes sur cette fréquence
inférieure, et moi, j'aime profondément la Terre. Je l'aime énormément. J'espère y revenir 1 million de fois. Je l'adore, tout simplement. Cela me rend tellement heureux ici. Mais tant de gens ont peur de vivre des expériences multisensorielles. Ils veulent parler à un être cher, mais ils sont tellement effrayés et leur énergie commence à se contracter, puis ils ne peuvent pas avoir de conversation, ou ils pensent avoir vu une personne décédée, mais ils n'en sont pas sûrs, ou quelqu'un les a réveillés en plein milieu de la nuit et leur a fait une peur bleue, et ils contractent leur énergie. Je pense qu'il serait utile de savoir que des expressions telles que famine, crime et guerre sont inexistantes dans aucun lexique au-delà du domaine terrestre. Et c'est tellement empreint de bienveillance, d'amour, assurément captivant et extrêmement curieux. Tout comme ce film qui est si fascinant. J'ai vraiment envie de m'immerger dans ce film, de passer du temps avec tous ces personnages et d'apprendre encore davantage. C'est une prise de conscience qui va au-delà de toutes les joies que j'ai pu vivre dans cette existence. L'extérieur de notre planète Terre est splendide, empreint d'amour et de bienveillance. Si vous osez y tremper ne serait-ce qu'un orteil et vous permettez de ressentir la liberté et la sécurité, vous serez émerveillé par l'abondance qu'elle a à offrir, ainsi que par l'amour et la compassion infinie disponibles pour nous tous du côté humain des choses. Lorsque vous exercez votre activité, comment pouvez-vous confirmer que les esprits qui communiquent avec vous sont véritablement l'oncle Bob plutôt qu'une autre entité? Un déguisement ou tromperie ou ce genre de choses, avec peut-être des esprits qui sont restés sur Terre par choix ou pour des raisons similaires. Ils disent: «Je suis l'oncle Bob», mais en réalité, c'est Fred, genre, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Alors pour moi, que se passe-t-il? Parce que souvenez-vous, je n'entends pas leur nom. Je ne sais pas dans quelle rue ils habitaient. Vous savez, je n'obtiens pas ces aspects factuels, mais je peux les voir et je vois d'abord les cheveux, s'ils en ont ou pas. C'est ce que je vois en premier, pour une raison étrange. Mais alors que je les décris, certaines personnes ne reconnaissent pas leurs proches ou ils ont oublié à quoi ils ressemblent, ou l'oncle Bob est mort depuis 40 ans et ils ne savent pas. Et jusqu'à la personne, l'être humain avec qui je parle actuellement, à un clic, je suis bloquée, ne pouvant avancer. Je ne comprendrai pas le message. Alors, n'est-ce pas étrange? Un système de sécurité rassurant. Apparemment. Je me souviens de cette fois où j'ai décrit ce monsieur à la perfection, comme s'il portait une salopette. Il était dehors. C'était manifestement un agriculteur ou un jardinier. Et cette femme n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Et je n'arrivais pas à faire passer le message. Alors j'ai dit, d'accord, rentrez chez vous et parlez-en à votre famille. Et si cela a du sens, et je l'ai décrit à la perfection, envoyez-moi un email et ensuite je recevrai le message et je pourrai vous le transmettre. Alors elle m'a envoyé une photo en noir et blanc de cette personne portant exactement la tenue que j'avais décrite, tenant comme ça une fourche. Et là, j'ai pu recevoir le message. Et ce n'était même pas pour cette personne. C'était destiné à un membre de sa famille, je pense à une tante. Oui. Alors, effectivement, l'univers. Nous avions apparemment quelques accords avant que je n'arrive sur cette planète. Des sécurités sont mises en place, c'est vrai. Et il est bon que les gens en soient informés, car encore une fois, cet aspect de la peur, tu as tout à fait raison. Les gens ont une peur immense de l'au-delà. Ils craignent tellement la mort, ils ont une peur profonde de entrer en communication avec l'au-delà ou même de vivre des expériences mystiques, parce que tout cela représente l'inconnu pour eux. Et notre cerveau connaît juste ça. On a peur du tigre qui pourrait être au coin de la rue. On ne veut pas se faire dévorer. Et l'au-delà, c'est quelque chose de plutôt grand qui nous attend au tournant. Et vraiment, ben, les films n'aident pas. Je ne peux pas regarder ces films d'horreur. Tu plaisantes? Terrifiée. Si je les regarde terrifiée. Pouvez-vous nous donner un exemple du message le plus profond que vous ayez jamais reçu, qui a bouleversé votre monde en tant que médium? Eh bien, d'accord. Eh bien, probablement. Il s'est passé quelque chose, elle a parlé d'un médium. Un médium a été consulté récemment. Le mari de quelqu'un était décédé et elle, tout naturellement, souhaitait parler à son mari car les enfants qu'ils ont élevés ensemble étaient de ses beaux enfants et ils n'étaient pas contents d'elle et de la manière dont les choses se sont terminées avec la succession, même si c'était équitable pour tous. Mais parfois, les gens oublient que lorsqu'une personne se remarie, celle qui reste, à qui vous n'êtes pas lié, a quand même besoin d'un toit. Nous devons quand même prendre soin des gens. Espérons que tout le monde reçoive sa part équitable, mais que cette personne à qui nous ne sommes pas liés obtienne aussi quelque chose de la succession. Parfois, malheureusement, cela n'arrive pas. Et donc, l'individu à qui je parlais était très bouleversé et contrarié parce que toute sa famille s'était en quelque sorte détournée d'elle. Et elle cherchait à trouver la paix à ce sujet, car elle avait respecté le testament, ce qui était bien, et il l'avait encouragée à le faire avant de décéder. Et c'était juste parce qu'elle avait apporté des ressources dans le mariage.
C'était une femme célibataire qui s'était mariée un peu plus tard dans la vie et avait acheté des maisons. Elle avait donc apporté de la richesse dans la relation. Mais la personne qui est venue pour remercier celle qui avait élevé ses enfants, c'était l'esprit de sa défunte épouse, sa première femme, qui était apparue. Cette visite inattendue surprit autant la femme que moi. Je savais que l'esprit avait traversé de l'autre côté, car il évoquait la formation de leur mariage. De son vivant, elle était amie avec cette femme. La surprise était immense, mais c'était une belle surprise. Elle était émue aux larmes, touchée et heureuse que l'esprit vienne dire merci de veiller sur ma famille après mon départ. Et elle confirmait que tout ce qu'elle avait reçu de cette union, elle le méritait pleinement. Et je te remercie du fond du cœur d'avoir pris soin de mon mari et de mes enfants en mon absence quand je ne pouvais pas être là pour eux. Cela a été un événement récent et merveilleux que nous avons vécu ensemble. C'était vraiment incroyable. Merci d'être venue et merci pour tout ce que tu as fait, d'avoir été si généreuse avec votre énergie et de reconnaître les efforts de cette femme sur Terre. Maintenant, comment quelqu'un peut-il apprendre à communiquer avec l'au-delà? Eh bien, je m'apprête à donner un cours sous peu. Non, arrêtez. Pourriez-vous donner un conseil avant de révéler les informations du cours? Un petit avant-goût, peut-être? Je crois à l'importance de reposer la partie inférieure du corps. Je suis convaincue que le cerveau est un organe de conservation. Il ne nécessite pas beaucoup d'attention. La plupart des gens concentrent leur énergie dans leur poitrine et dans leur tête. Maintenant, je travaille principalement avec des âmes plus âgées, des personnes empathiques, et ces âmes plus âgées sont attirées par quelqu'un comme moi, tandis que les âmes plus jeunes ne sont généralement pas du tout attirées par moi. Et les âmes plus âgées passent tellement de temps dans leur chakra du cœur parce qu'elles travaillent sur la compassion depuis des millions d'années. Et ils se sentent coupables tout le temps, responsables même des événements mondiaux auxquels ils n'ont aucune part. Ils épuisent constamment leur chakra du cœur et s'épuisent eux-mêmes. Donc, contrairement à la plupart des spiritualistes et des enseignants, je demande aux gens de faire une pause avec leur chakra du cœur. Cela ne va pas réduire leur compassion, mais ils doivent apprendre à ressentir leur propre énergie. Ils doivent arrêter de ressentir tout le monde tout le temps. Ils ne vont pas perdre cette capacité, mais ils doivent apprendre à ressentir leur propre énergie. Car une fois que vous sortez de votre tête et que vous vous reposez dans la partie inférieure du corps, vous allez vous connecter à la seconde couche du champ aurique, que l'on appelle le système de réponse émotionnelle. Et en effet, l'intuition véritable est basée sur vos émotions authentiques, pas sur des émotions fabriquées par l'esprit, mais des émotions authentiques qui sont toujours calmes, compatissantes et un peu surprenantes, comme cette femme qui est apparue lors de cette lecture. Nous avons été tous les deux surpris. C'est ainsi que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, pour ainsi dire. Alors, les gens pourraient commencer à remuer leurs orteils tout au long de la journée, sentir leurs muscles fessiers lorsqu'ils sont assis, ressentir leurs mains si elles sont sur leurs genoux ou simplement sentir vos bijoux sur vous ou vos vêtements. Prenez conscience de votre propre forme physique. Je pense qu'il y a une glisse naturelle vers cette vibration d'émotions authentiques, de sensations et d'intuition qui peut propulser les gens à vivre toutes sortes d'expériences mystiques qu'ils méritent. Ils méritent de vivre ces expériences. Nous qui exerçons cela de manière professionnelle sommes conscients que chacun peut vivre ces expériences. Nous en sommes convaincus. Et ceux parmi nous désireux d'enseigner à ce sujet, nous nous efforçons de motiver et d'inspirer autrui à vivre leurs propres expériences. Il y a énormément en jeu. Néanmoins, c'est un excellent point de départ que d'éviter de se sentir coupable et responsable de tout ce qui se passe sur la planète. Aimez-vous, adorez-vous et chérissez-vous. Et éloignez-vous de votre esprit. Oui, effectivement, cela est très de bons conseils. Quel est le message principal ou la leçon que vous avez apprise du monde spirituel que vous aimeriez transmettre à... C'est tellement drôle, j'avais quelque peu oublié cela jusqu'à ce que j'écoute quelqu'un qui venait juste de s'ouvrir. Et puis à nouveau, Suzanne Gizman, qui est simplement un être merveilleux sur cette planète, un incroyable être de lumière. C'est l'autre côté. Quand vous vous y connectez, la chose principale que vous ressentez et rencontrez tout le temps, c'est l'amour pour soi-même. Et eux, ils vous aiment tout simplement. En réalité, les humains ont un tel. La plupart des humains se détestent et sont extrêmement autocritiques et incroyablement cruels envers eux-mêmes. Alors, quand vous commencez à vous connecter au monde multisensoriel, c'est choquant de constater que des êtres vous disent des choses gentilles et vous apprécient et vous valorisent. Je pense que la définition de l'ego est incorrecte. Je crois que la véritable définition de l'ego, c'est la peur. Chaque fois que nous avons peur, que nous réfléchissons trop, que nous analysons et que nous traitons, nous sommes dans notre ego et que nous devrions nous aimer profondément. L'univers le fait.
Et plus vous vous aimez, plus vous appréciez et valorisez authentiquement qui vous êtes, plus votre énergie est élevée, plus vous êtes proche de votre moi supérieur, de votre conscience divine, et plus il est facile de naviguer sur Terre et de vous amuser ici pendant que nous explorons et vivons des aventures dans ce lieu magique ensemble. Maintenant, je vais vous poser quelques questions, là, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie pleinement épanouie? Le bonheur, et c'est quelque chose de très personnel. C'est vraiment personnel. Je ne savais pas ça. J'aime beaucoup les grandes maisons. Quand j'ai acheté une maison il y a genre 10 ans, mes enfants étaient genre, Maman, tu devrais réduire la taille. J'aime les grandes maisons, donc j'habite dans une grande maison. Pour réussir à attirer tous les esprits qui vous suivent partout, il est nécessaire de... De l'espace et j'ai besoin d'étendre mon énergie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut en quelque sorte passer du temps avec soi-même pour découvrir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, sans avoir à s'en excuser, à en avoir honte ou à se sentir embarrassé. La honte est une vibration de très basse fréquence. Et commencez à faire les choses qui vous rendent heureux. Par exemple, j'adore le jazz. Je m'assure de l'écouter dès que possible. J'aime être dans la nature, donc je suis constamment entourée de verdure et je promène un chien tout le temps. Si les individus parvenaient à identifier ce qui les rend véritablement heureux, leur existence se transformerait en une vie pleinement épanouissante. L'expression de nos dons et talents innés, qui sont des sources intarissables de joie, nous amène à rayonner d'une énergie authentique. Ce processus nous conduit à la découverte des facettes inconnues de notre être. Par conséquent, en trouvant le bonheur, nous dévoilons ces trésors cachés en nous. Et c'est précisément cela qui confère à notre vie sa véritable plénitude. Maintenant, si tu pouvais remonter le temps et parler à la petite Marie, quel conseil lui donnerais-tu? Oh, oui, j'y ai vraiment beaucoup réfléchi, honnêtement, et je suis tellement contente. Au cours de ces 5 dernières années, j'ai principalement travaillé à me libérer des regrets parce que je pense que c'est une telle perte d'énergie vitale, mais c'est tellement humain aussi. Je lui dirais à quel point elle est aimable et précieuse. Je lui dirais combien je l'aime profondément. Je la prendrai simplement dans mes bras à chaque étape de sa vie et lui dirais que je suis fière d'elle et qu'elle est tout simplement incroyable. J'aurais aimé apprendre à m'aimer plus tôt. C'est sincèrement le souhait que je formule. J'aurais tellement aimé avoir cette capacité et tout le monde avait de bonnes intentions, vraiment. Mes parents, nos circonstances, chacun a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Mais beaucoup de gens ne reçoivent pas assez de soutien lorsqu'ils sont jeunes et moi, c'est difficile pour nous. Ça ne nous aide pas à faire des choix qui sont en accord avec ce que nous méritons vraiment. Comment définissez-vous Dieu ou la source? Oui, de l'énergie. Pour moi, Dieu, c'est de l'énergie. Alors, quand je vois Dieu, ce qui est le cas tous les jours, à mon avis, ben, c'est comme une immense boule de feu, mais je ne vois pas forcément des flammes. J'adore les particules subatomiques, donc je vois constamment des particules. Donc, pour moi, Dieu, l'énergie source, c'est énergie. Puis la création s'inspire. Une âme naît de ce feu. C'est ce que tu es, ce que je suis. Nous sommes tous des facettes inspirées par cette étincelle. Nous sommes tous une partie intégrante du tout. Et sans nous, ce tout ne peut tout simplement pas exister. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Dessin collectif et dessin unique. Ainsi, les âmes plus jeunes apprennent collectivement la compassion lorsqu'elles arrivent dans une réalité contractuelle comme la Terre. Et les âmes plus âgées, comme je l'ai dit plus tôt, apprennent l'autocompassion. Les âmes plus âgées ne devraient pas être des travailleurs sociaux. Les âmes plus jeunes feront de meilleurs travailleurs sociaux, car ces derniers travaillent si dur. Et puis, nous avons nos propres dessins uniques, des expériences que nous désirons vivre. Et je pense qu'une fois que vous parvenez à vous connaître véritablement, vous découvrez ce que c'est. Certains individus aspirent à apprendre à être extrêmement vulnérables et à établir des connexions profondes et splendides avec autrui. D'autres souhaitent réellement affirmer leur force intérieure et exercer une influence positive sur le monde, tandis que certains préfèrent simplement se relaxer, ne rien faire de leur journée, cultiver des tomates et partager leur nourriture. Je pense donc que nous avons plusieurs buts, mais en tant que collectif d'âmes en général, nous sommes ici pour comprendre l'amour. C'est notre raison d'être. Où peut-on en savoir plus sur vous et votre travail exceptionnel? Oh, merci, vous êtes tellement gentil. Mon site web est énergieintuitive.com et j'anime une émission de radio diffusée le jeudi matin. Vous pouvez accéder à tout cela via mon site web. L'émission est également disponible en podcast et je prends des appels de tout le pays et parfois même de l'international. C'est en quelque sorte ma manière de contribuer. Je réponds aux questions des gens. Je suis en direct à l'antenne et dispense également des cours via le réseau Shift tout en enseignant sur ma plateforme personnelle. Oui, nous aurons un lien vers votre cours sur le réseau Shift dans la description et dans les notes de l'émission pour que tout le monde puisse jeter un œil et je crois que vous proposerez d'abord une version gratuite.
Oui, c'est pour permettre à tout le monde de s'inscrire pour samedi. Oui, les dates sont les 14 et 17. Je ne suis pas sûre de quand cela sera diffusé, mais oui. Je vais enseigner le médiumnisme pour la première fois sur le réseau du navire, donc je suis ravie et enchantée de le faire. C'est vraiment incroyable. Avez-vous un dernier message à transmettre? Pour commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir pris du temps dans votre journée chargée pour suivre cet incroyable être humain qu'est Alex, qui est une lumière d'une pureté éclatante et qui rayonne avec tant de grâce. Envoie de l'énergie et de l'amour à travers le monde et les univers. Alors merci à tous d'avoir découvert Alex et de l'écouter, de le suivre et je l'espère d'avoir apprécié la conversation que nous avons eue. S'il vous plaît, je vous en prie, tombez amoureux de vous-même. Je vous en prie. Je vous suis reconnaissant et j'apprécie le travail que vous faites, mon cher. Merci encore infiniment. Je te remercie, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.